Le pouvoir ne corrompt pas l'homme. Il révèle simplement qui il a toujours été lorsque les masques ne sont plus nécessaires. Richard Milhous Nixon ne s'est pas transformé en monstre au bureau ovale. Il y est arrivé en tant que soigneusement déguisé, méticuleusement contrôlé, attendant le moment où le pouvoir absolu lui permettrait enfin d'exprimer la paranoïa, le ressentiment et la soif de vengeance qui avait été le moteur invisible de toute sa vie. La tragédie de Nixon n'est pas que le pouvoir l'ait détruit, c'est que le pouvoir lui a donné la permission de se détruire publiquement, en enregistrant chaque instant de sa désintégration sur des bandes qui deviendraient le témoignage le plus brutal de ce qui se passe lorsqu'un esprit en guerre avec lui-même accède au levier de l'Empire. Nixon est né en 1913 à Yorba Linda, en Californie, dans une famille quaker marquée par la pauvreté et la tragédie. Son père, Frank Nixon, était un homme raté et violent qui entraînait la famille d'une affaire échouée à une autre. Sa mère, Hannah, était une femme froide et pieuse qui offrait un amour conditionnel basé sur la performance et la conformité morale. 2 des frères de Richard sont morts jeunes, de tuberculose, tandis qu'ils survivaient. Ce n'est pas une biographie sentimentale, c'est l'origine d'une psychologie spécifique, celle du survivant coupable, l'enfant qui apprend tôt que l'amour doit se mériter par des réussites, que la vulnérabilité est une faiblesse, que le monde est un endroit où seuls les paranoïaques survivent parce que les autres attendent votre moment de faiblesse pour vous attaquer. Nixon n'a pas développé de paranoïa en réponse à des menaces réelles. Il a développé la paranoïa comme structure interprétative fondamentale de la réalité. Et cette structure l'accompagnerait jusqu'à la Maison-Blanche. À l'école, Nixon était brillant mais profondément socialement inadapté. Il ne possédait pas la facilité naturelle dont certains enfants disposent pour l'amitié, le charisme instinctif qui attire les autres. Il compensa cela par un travail obsessionnel. Il devint le meilleur élève, le meilleur débatteur, le plus préparé dans chaque situation. Mais même lorsqu'il gagnait, il avait l'impression de perdre. Lorsqu'il fut accepté à Harvard, mais ne put y assister par manque de fonds, la blessure n'était pas simplement économique. Elle était existentielle. Le monde lui avait montré que le mérite ne suffisait pas, qu'il existait une classe de personnes, les Kennedy du futur, qui naissaient avec des avantages qu'aucun effort ne pourrait compenser. Cette leçon s'est gravée dans sa psyché. Le système est truqué contre toi. Tu dois jouer sale parce qu'ils le font déjà. La vertu est pour les naïfs. Le pouvoir est pour ceux qui sont prêts à se salir les mains. Nixon n'a pas choisi l'obscurité comme tactique. Il l'a internalisée comme une vérité fondamentale sur la façon dont le monde fonctionne réellement. Sa carrière politique précoce a confirmé cette vision. En 1946, Nixon a remporté son premier siège au Congrès grâce à une campagne de diffamation brutale contre son adversaire, Jerry Voorhis, impliquant à tort des connexions communistes. Cela a fonctionné. Le public américain de l'ère McCarthy était suffisamment terrifié par la menace rouge pour que la simple suggestion suffise. Nixon avait découvert quelque chose de fondamental. La vérité est sans importance si vous pouvez contrôler la peur. Vous n'avez pas besoin de preuves si vous pouvez générer de la paranoïa. Et si vous êtes prêt à dire ce que d'autres ne diront pas, à franchir des lignes que d'autres respectent, vous avez un avantage tactique décisif. Chaque victoire obtenue de cette manière renforçait la leçon. La moralité est un luxe que seuls ceux qui n'ont pas faim de pouvoir peuvent se permettre. Ceux qui veulent vraiment gagner doivent être prêts à faire tout ce qui est nécessaire. Sa ascension s'est poursuivie avec le cas Alger Hiss, un officier du département d'État accusé d'espionnage soviétique. Nixon, alors membre du comité des activités anti-américaines, poursuivit Hiss avec une intensité qui allait au-delà du devoir. Ce n'était pas simplement de l'anticommunisme, c'était quelque chose de plus viscéral. Hiss représentait tout ce que Nixon détestait. Éduqué à Harvard, bien connecté, faisant partie de l'establishment de la côte Est qu'il avait toujours regardé avec un mépris à peine dissimulé. Détruire Hiss n'était pas seulement protéger la sécurité nationale. C'était une vengeance symbolique contre toute une classe sociale. Et lorsque Hiss fut finalement condamné pour parjure, Nixon ressentit quelque chose de plus qu'une simple satisfaction professionnelle. Il ressentit une validation psychologique. Sa paranoïa s'était révélée correcte. Ses ennemis existaient réellement. Sa propension à se battre de manière sale
avait été justifiée. Le système lui avait donné raison. Et cela est dangereux, car lorsque la paranoïa est récompensée, elle ne diminue pas, elle s'intensifie. Cette dynamique l'a propulsé à la vice-présidence sous Eisenhower en 1952, à l'âge de 39 ans. Mais même dans la victoire, Nixon ne pouvait échapper à sa propre psychologie. Pendant la campagne, il a été exposé pour avoir maintenu un fonds secret de dons politiques. Le scandale menaçait de détruire sa carrière. Sa réponse a été le célèbre discours de Chequers, où il est apparu à la télévision avec sa femme Pat, parlant de ses difficultés financières, de son manteau en tissu respectable, du chien que ses filles avaient reçu en cadeau et qu'il refusait de rendre. Ce fut un théâtre émotionnel calculé, un appel direct à la classe moyenne américaine qui se retrouvait dans sa lutte. Cela a brillamment fonctionné. L'opinion publique l'a sauvé. Mais il observe la mécanique psychologique. Nixon avait appris que la vulnérabilité pouvait être instrumentalisée, que la victimisation pouvait être une performance, que si l'on jouait correctement la carte de l'homme ordinaire attaqué par les élites, on pouvait transformer un scandale en capital politique. Ce n'était pas de la sincérité. C'était une manipulation émotionnelle d'une précision chirurgicale. Et le fait que cela fonctionne le rendait encore plus dangereux, car cela confirmait que le public pouvait être manipulé, que l'authenticité était inutile si la performance était convaincante. Pendant 8 ans, en tant que vice-président, Nixon a été marginalisé et sous-estimé par Eisenhower, qui ne l'a jamais respecté pleinement, le voyant comme une nécessité politique, mais pas comme un égal. Cette humiliation constante alimentait le ressentiment qui était déjà le carburant psychologique de Nixon. Et puis vint 1960, l'élection présidentielle contre John F. Kennedy. Voici la personnification de tout ce que Nixon méprisait. Jeune, beau, charismatique, riche, diplômé de Harvard, produit du privilège qu'il n'avait jamais eu à lutter comme Nixon l'a fait. Les débats télévisés ont révélé quelque chose de brutal. À l'ère de la télévision, la substance était secondaire par rapport à l'image. Nixon, en sueur, pâle, avec une barbe de 5 jours visible, ressemblait à un vendeur de voitures d'occasion. Kennedy, bronzé, détendu, confiant, avait une allure présidentielle. Ceux qui ont écouté le débat à la radio ont pensé que Nixon avait gagné. Ceux qui l'ont vu à la télévision ont donné la victoire à Kennedy. Le médium était devenu le message, et Nixon n'était pas équipé pour ce médium. Pas parce qu'il manquait d'intelligence ou de préparation, mais parce que sa propre psychologie, son malaise fondamental avec lui-même, se transmettait viscéralement à travers la caméra. Il a perdu de justesse, peut-être en raison de fraude électorale dans l'Illinois et au Texas. Nixon en soupçonnait cela. Il avait probablement raison. Mais il a choisi de ne pas contester les résultats, de ne pas forcer une crise constitutionnelle. Cette décision est souvent citée comme une preuve de son patriotisme, de sa volonté de mettre le pays en premier. Mais il y avait une autre dimension. Nixon calculait son avenir. Il savait que se battre et perdre le mènerait politiquement à l'échec. Mieux valait se retirer avec grâce, garder la possibilité de revenir. Ce n'était pas de la noblesse, c'était de la stratégie. Et durant les années suivantes, pendant que Kennedy gouvernait, pendant que la famille Kennedy devenait la royauté américaine, Nixon nourrissait en silence son ressentiment, planifiant son retour, sûr que l'histoire finirait par le justifier contre les hommes dorés qu'il avait battus. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'ils étaient plus chanceux. Son essai de revenir en tant que gouverneur de Californie en 1962 s'est terminé en catastrophe. Il a perdu, et lors de la conférence de presse suivante, il a prononcé les mots qui semblaient être son épitaphe politique. « Vous n'aurez plus Nixon pour le piétiner, car messieurs, c'est ma dernière conférence de presse. » Le consensus était que Nixon était fini. Il s'était immolé publiquement, révélant l'amertume et le ressentiment qui avaient toujours été là, mais qu'il avait réussi à cacher. La presse a célébré sa sortie. L'establishment a respiré avec soulagement. Mais ils avaient mal interprété quelque chose de fondamental. Nixon ne savait pas comment abandonner. L'échec ne le détruisait pas. Il l'alimentait. Chaque défaite était une preuve que le système était corrompu, que ses ennemis étaient réels, que sa paranoïa était justifiée. Et au lieu de se retirer,
il a commencé à planifier méticuleusement sa résurrection. Et alors, le monde a changé de manière que Nixon n'aurait pas pu orchestrer, mais qu'il a su exploiter avec un génie tactique. Kennedy a été assassiné en 1963. L'ère de l'innocence a pris fin. Johnson a gagné en 1964, mais est resté piégé au Vietnam. Le pays s'est fragmenté. Les troubles raciaux enflammèrent les villes. Les étudiants se rebellaient. La contre-culture remettait en question chaque valeur traditionnelle. Et Nixon, observant dans l'ombre, voyait sa chance. Il comprenait que la majorité silencieuse des Américains était terrifiée par le chaos, nostalgique de l'ordre, prête à voter pour quiconque promettait de restaurer la stabilité. Nixon s'est positionné comme cet homme. Il n'a pas fait appel aux meilleurs anges de la nature américaine. Il a fait appel à leur peur, leur ressentiment, leur désir de vengeance contre les élites libérales qui semblaient détruire le pays. En 1968, après l'une des années les plus violentes de l'histoire américaine, Nixon a gagné la présidence. Mais la victoire n'apporta pas la paix à son esprit. Au contraire, le pouvoir a intensifié chaque pathologie qui était latente. Il avait maintenant de véritables ennemis, non imaginaires. La presse le détestait. Les manifestants criaient devant la Maison-Blanche. Les démocrates au Congrès bloquaient son agenda. Et Nixon, au lieu de gouverner avec la confiance que le pouvoir devrait conférer, gouvernait avec la paranoïa de quelqu'un qui savait que sa position était précaire, qu'elle pouvait être arrachée à tout moment, qu'il devait la protéger à tout prix. Il a créé une liste d'ennemis, littéralement une liste écrite de journalistes, universitaires, activistes, qui devaient être enquêtés, harcelés, détruits. Il a ordonné des écoutes illégales. Il a utilisé le IRS pour auditer des opposants politiques. Il a établi une unité secrète, les plombiers, pour arrêter les fuites et mener des opérations clandestines contre quiconque menaçait son administration. La Maison-Blanche de Nixon n'était pas un gouvernement. C'était un bunker assiégé où chaque décision était motivée par la peur d'être exposée. Et voici l'ironie brutale. Nixon était, à bien des égards, un président efficace. Il a ouvert des relations avec la Chine, un mouvement de génie stratégique qui a reconfiguré la géopolitique mondiale. Il a négocié la détente avec l'Union soviétique, réduisant les tensions nucléaires. Il a créé l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. Il a proposé des réformes de santé qui étaient progressistes pour son époque. Mais aucun de ses accomplissements n'importait autant pour lui que la destruction de ses ennemis. L'héritage qu'il aurait pu construire était secondaire à la guerre qu'il menait contre des menaces réelles et imaginaires. Cela révèle quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir. Peu importe ce que vous avez si votre psychologie est structurée autour de la victimisation. Nixon avait le travail le plus puissant du monde et se sentait encore assiégé, opérant toujours depuis un lieu de ressentiment et de peur. Le pouvoir extérieur ne peut pas guérir la guerre intérieure. L'époque du Vietnam, sa obsession et sa malédiction. Il a hérité de la guerre de Johnson, mais l'a faite sienne, l'étendant secrètement au Cambodge et au Laos, tout en promettant publiquement la paix. Des milliers d'Américains et des centaines de milliers de Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens sont morts pendant sa présidence. Non pas parce qu'il y avait une voie claire vers la victoire, mais parce que Nixon ne pouvait tolérer l'humiliation de la défaite. Lorsque les Pentagon Papers ont été divulgués en 1971, révélant des décennies de mensonges gouvernementaux sur le Vietnam, Nixon s'est mis en colère. Daniel Ellsberg, qui a divulgué les documents, est devenu la cible d'une vendetta personnelle. Nixon a ordonné un cambriolage au bureau du psychiatre d'Ellsberg, cherchant des informations compromettantes. Pas pour protéger la sécurité nationale, c'était le prétexte. C'était pour détruire un homme qui avait osé défier son autorité, révéler des vérités que le gouvernement voulait cacher. La réponse de Nixon à la vérité n'était pas de la reconnaître. C'était d'attaquer le messager avec toute la machinerie de l'État. Cette mentalité a atteint son expression la plus pure à Watergate. En juin 1972, 5 hommes ont été arrêtés en tentant d'installer des dispositifs d'écoute au siège du Comité national démocrate dans le complexe Watergate. Au début, cela semblait un cambriolage de 3e catégorie, incompétent et étrange. Mais les fils ont commencé à se connecter. Les voleurs avaient des liens avec la campagne de réélection de Nixon.
l'argent utilisé pour l'opération pouvait être retracé jusqu'au fonds de campagne. Et alors, la dissimulation a commencé. Nixon n'a pas ordonné le cambriolage initial. Il ne le savait probablement même pas à l'avance. Mais quand il l'a appris, son instinct n'a pas été de prendre ses distances, d'enquêter, de nettoyer la maison. Son instinct a été de protéger, de cacher, de mentir. Parce qu'admettre quoi que ce soit aurait montré une faiblesse. Et dans l'esprit de Nixon, la faiblesse signifiait la mort. La dissimulation nécessitait des mensonges en couches, chacun plus élaboré que le précédent. Nixon a utilisé la CIA pour bloquer l'enquête du FBI, une obstruction claire à la justice. Il a payé de l'argent pour le silence des voleurs. Il a ordonné à ses assistants de commettre un parjure. Et pendant des mois, il semblait que cela fonctionnerait. Il a remporté la réélection en 1972 dans une victoire écrasante, remportant 49 États. Mais deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, ne lâchaient pas l'histoire. Ils suivaient chaque fil, chaque connexion, chaque anomalie. Et lentement, méthodiquement, le château de mensonges a commencé à s'effondrer. Pas parce que les journalistes étaient de particulièrement brillants, bien que ce fût le cas, mais parce que les mensonges de Nixon étaient insoutenables. Il y avait trop de personnes impliquées, trop de points de défaillance, trop de paranoïa qui générait plus d'erreurs. Et puis vint la révélation qui détruisit tout. Nixon avait enregistré toutes les conversations dans le bureau ovale. Un système d'enregistrement secret capturait chaque mot. Lorsque cela fut rendu public, le Congrès et le procureur spécial exigèrent les bandes. Nixon refusa, invoquant le privilège exécutif. La bataille juridique arriva à la Cour suprême, qui ordonna à l'unanimité leur remise. Et lorsque celles-ci furent finalement publiées, elles révélèrent quelque chose de plus sombre que le vol ou le camouflage. Elles révélèrent l'esprit de Nixon sans filtre. Le langage était vulgaire, antisémite, paranoïaque, obsessionnellement concentré sur la destruction des ennemis. Les bandes montraient un homme sans les masques soigneusement construits qu'il avait porté toute sa vie. Elles montraient la guerre intérieure devenue audible. Et ce qu'elles montraient était si troublant que même ses alliés les plus loyaux l'abandonnèrent. Une bande en particulier est devenue centrale, celle du 23 juin 1972, 6 jours après le cambriolage. Y figurait l'ordre explicite de Nixon d'utiliser la CIA pour arrêter l'enquête du FBI. C'était une preuve directe d'entrave à la justice. C'était l'arme fumante. Lorsqu'elle a été publiée, le soutien politique de Nixon s'est évaporé instantanément. Les républicains au Congrès, qui avaient défendu le président pendant des mois, lui ont dit qu'il serait soumis à une procédure de destitution et condamné. Il n'avait pas d'issue. Et le 8 août 1974, Richard Nixon est devenu le premier et seul président américain à démissionner. Son discours de démission a été caractéristiquement révélateur. Il n'a pas admis sa culpabilité. Il a parlé d'erreur de jugement. Il a cité Theodore Roosevelt sur l'homme dans la mêlée. Il s'est présenté, jusqu'à la fin, comme une victime de force qu'il ne comprenait pas entièrement mais qui avait toujours été contre lui. Mais les bandes ont révélé quelque chose de plus que des crimes spécifiques. Elles ont révélé la philosophie opérationnelle de Nixon. Lors d'une conversation, il a dit à ses assistants « Je veux que vous utilisiez tous les moyens dont nous disposons, n'importe lesquels, pour harceler nos ennemis, des audits fiscaux, n'importe quoi. » Dans une autre, « Quand le président le fait, cela signifie que ce n'est pas illégal. » Ce n'était pas simplement de la corruption opportuniste. C'était une théorie du pouvoir exécutif selon laquelle le président était au-dessus de la loi, où toute action pouvait être justifiée si elle servait les intérêts présidentiels. Nixon ne voyait pas cela comme de l'autoritarisme. Il le considérait comme du réalisme. Les présidents précédents avaient en fait des choses similaires, secrètement. Il a simplement été assez maladroit pour se faire attraper et assez paranoïaque pour enregistrer ses propres preuves incriminantes. La différence n'était pas de nature, mais de degré. Et cela soulève une question gênante. Dans quelle mesure ce que Nixon a fait lui était-il propre? Et dans quelle mesure n'était-ce que la logique du pouvoir exécutif impérial menée à sa conclusion logique puis exposée? Après sa démission, Nixon a vécu encore 20 ans. Il n'a jamais admis une responsabilité véritable. Lors d'entretiens avec David Frost, il a reconnu avoir déçu le pays,
mais évitait de reconnaître une activité criminelle. Il a écrit des livres réhabilitant lentement son image en tant que grand homme d'État, spécialiste en politique étrangère. Certains lui ont pardonné, d'autres ne l'ont jamais fait. Il est mort en 1994 et les présidents ont assisté à ses funérailles, parlant de son ouverture à la Chine, de sa complexité, de sa résilience. Mais rien de cette réhabilitation posthume ne change la vérité centrale de sa présidence. Nixon a eu l'opportunité d'être grand et il l'a détruite parce qu'il n'a pas pu contrôler les démons qu'il avait alimentés toute sa vie. Ce n'est pas le système qui l'a détruit. Il s'est détruit lui-même, enregistrant méticuleusement chaque étape de son autodestruction. La leçon de Nixon ne concerne pas simplement un homme défectueux. Elle concerne ce qui se passe lorsque la psychopathologie individuelle rencontre le pouvoir institutionnel. Nixon n'était pas une aberration. C'était une étude de cas extrêmes de schémas qui existent dans une moindre mesure chez d'innombrables dirigeants. La paranoïa qui interprète toute opposition comme une conspiration. Le ressentiment qui transforme la politique en vengeance personnelle. L'incapacité à distinguer entre critique légitime et attaque existentielle. La disposition à violer les normes et les lois lorsque le pouvoir personnel est menacé. Ceux-ci ne sont pas rares, ils sont courants. Nixon les a simplement exhibés sans la compétence de les dissimuler efficacement. Et il a été détruit non pas parce que ses crimes étaient sans précédent, mais parce qu'il était assez stupide pour les enregistrer. Et voici le miroir final, celui qui doit te faire face. L'esprit de Nixon, cette machine de paranoïa et de ressentiment, n'était pas complètement alien. Il était humain, extrême, oui, destructeur, absolument, mais construit à partir d'impulsions qui existent en chacun de nous. Le désir de vengeance contre ceux qui t'ont humilié. La tentation d'utiliser tout pouvoir que tu possèdes pour blesser tes ennemis. La disposition à rationaliser des actions immorales si elles servent tes intérêts. L'incapacité d'admettre une erreur parce que l'admission ressemble à une annihilation. La croyance que le monde est fondamentalement injuste et que, par conséquent, tu es justifié à tricher. Nixon n'a pas inventé ces impulsions. Il les a simplement poursuivies avec moins d'inhibition que la plupart. La question n'est pas de savoir si tu as ces impulsions. C'est ce que tu ferais avec elles si tu avais le pouvoir que Nixon avait. Combien de vengeances exécuterais-tu si personne ne pouvait t'arrêter? Combien de lignes traverserais-tu si tu étais convaincu que tes ennemis les ont déjà franchies? Combien de pouvoir abuserais-tu si tu pouvais le rationaliser comme nécessaire? Nixon ne peut pas répondre pour toi. Ce toi seul peut le faire. Et cette réponse, honnête et effrayante, te dira plus sur toi-même que ce que tu voudrais probablement savoir. La différence entre toi et Nixon pourrait simplement être que tu n'as jamais eu sa chance. Est-ce que cela te rend meilleur ou simplement moins éprouvé?